Ok. Ah, merci bien. Il faut pas mettre ça là-haut. Faut mettre ça ici. Ah, c'est là. Ah, mettre au milieu ici. Donc, on va définir, c'est bon, on peut continuer. On va définir l'entreprise. Donc, l'entreprise rassemble l'ensemble des activités d'une personne ou d'un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. C'est bon? Ça, c'était ce qu'on avait dit de l'entrepreneur, bien de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une organisation ou une unité institutionnelle mue par un projet décliné en stratégie ou en politique et plan d'action dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou usagers. Donc, il n'existe pas une définition universelle de l'entreprise. Comme on l'a dit, on va définir l'entreprise selon plusieurs critères. Donc, elle dépend de l'approche que l'on choisit. Et comme approche, il existe trois types d'approches. Donc, l'approche économique, l'approche sociologique et l'approche systémique de l'entreprise. Donc, première approche, c'est l'approche économique de l'entreprise. Donc, on va définir l'entreprise en tant qu'économie de l'entreprise, en tant qu'économie. Donc, on dit, selon l'approche économique, l'entreprise est une unité de production des biens et services destinés au marché de biens de consommation, entre parenthèses, grand public, et au marché de biens de production, entre parenthèses, les autres entreprises. Donc, selon l'approche économique, l'entreprise est une unité de production des biens et services destinés au marché de biens de consommation et au marché de biens de production. Et donc, pour fonctionner, l'entreprise, en ce sens, ça peut fonctionner, aura besoin de ce qu'on va appeler des inputs et des outputs. C'est bon? Donc, comme input, l'entreprise aura besoin de matières premières, de marchandises, de services, de capital, de travail et d'information. C'est bon? Et c'est tous ces éléments-là qui vont constituer ce qu'on va appeler des inputs. Donc, ce que l'entreprise va partir chercher comme marchandise, comme produit, pour fructifier ses activités, tous ces éléments-là vont constituer les outputs. C'est le résultat de ces produits-là. C'est bon? Donc, notamment les produits finis, les marchandises, les services et les informations. Donc, pour une personne, on va aller chercher les produits à l'extérieur, on va venir transformer ces produits-là et on va les commercialiser. Comme on dit, avant aussi de se jeter dedans, il faut déjà cibler ce qu'on veut faire. Disons, il faut déjà cibler ce qu'on veut. C'est bon? Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour mettre aussi quelque chose en place. Hein? Soit on cible une catégorie de personnes, c'est bon? Ou bien on cible tout le monde. Parce que tu ne peux pas aller, si toi, comme je le disais la dernière fois en exemple, tu vas aller sur Mars, tu as parlé de faire aller sur Mars, bien sûr, est-ce que c'est tout le monde qui va faire là? Donc, tu vois que déjà, tu restreins le nombre de personnes à aller là-bas. C'est comme je passe toujours devant un restaurant dans une carte. Mais les véhicules que je vois garés devant le restaurant, tiens, toutes les plaques jaune, 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 et puis de grosses 4x4. Je me dis, bon, est-ce que notre parti s'assoit là? Tu vois, non? Donc, eux, ils ciblent déjà une certaine catégorie de clientèle. Tu ne vas pas aller, peut-être avant même tu t'assois, on te dit bouteille d'eau, ça fait 20 000. Ah, l'eau! Voilà. Donc, tout ça là, il faut bien voir sa cible. C'est bon?
Donc, on va définir l'entreprise selon l'approche sociologique. Donc, selon l'approche sociologique de l'entreprise, l'entreprise est composée de trois acteurs principaux. Donc, pour l'approche sociologique, l'entreprise est constituée de trois acteurs principaux, qui sont les apporteurs de capitaux, les dirigeants et les salariés. Donc, ces trois acteurs ont des objectifs et des stratégies individuelles différentes. En ce qui concerne les apporteurs de capitaux, comme on dit apporteur de capitaux, c'est celui qui va apporter son argent. C'est bon, non? Donc, les apporteurs de capitaux, leur logique est purement financière. Eux, ils vont apporter l'argent pour n'importe affaire, et puis eux pour toucher l'argent, là, ça se lève pas. Bien sûr, eux, ils t'ont donné 1 million, ils veulent en retour le 1 million plus elle. C'est bon? Comment Monsieur, une question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les apporteurs de capitaux et puis les apporteurs d'affaires? Les apporteurs de capitaux et les apporteurs d'affaires. On dit capitaux. Eux, ils apportent l'argent. Affaires, toi, tu apportes quoi? Tu peux apporter client. Hein? Tu comprends, non? Donc, effectivement, il y a une différence entre les apporteurs de capitaux et les apporteurs d'affaires. Ok, merci. Ça veut dire que l'apporteur de capitaux, c'est lui qui va envoyer son argent. C'est bon? Les apporteurs d'affaires peuvent, comme je dis, c'est pas tout le monde qui peut faire du business. C'est bon? C'est pas tout le monde qui peut faire de l'entrepreneuriat. Mais ils ont des idées, mais comme ils sont moins, comme on le dit chez nous, tu comprends? Ils peuvent faire appel à des consultants pour leur aider à fructifier leur marché ou bien à fructifier un peu ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent développer. Donc, ils peuvent faire appel à ces personnes-là qui vont aller faire de la recherche, ils vont aller parler de ça à d'autres personnes. Et si ces personnes-là sont intéressées, ils vont venir. Donc, ceux qui vont démarcher au-delà, on peut les appeler des apporteurs d'affaires. C'est bon? Qui n'a rien à voir avec les apporteurs de capitaux. Donc, leur logique est purement financière. Ils recherchent avant tout la rentabilité de leur placement. Leur but est de garantir leurs gains et, si possible, les augmenter. Les apporteurs de capitaux sont attirés par des placements de plus en plus rentables. C'est bon? Donc, il peut investir ici, il peut investir là-bas, et ainsi de suite. C'est bon? Leur source de pouvoir est le capital. Ils élaborent ainsi une stratégie d'investissement ou alors de retraite en cas de fête. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les apporteurs de capitaux. Maintenant, les dirigeants, c'est qui les dirigeants? Les dirigeants, c'est ceux qu'ils vont prendre pour mettre à la tête de ces entreprises-là. C'est bon? Eux, ils auront pouvoir pour diriger. C'est eux qui vont trouver des stratégies pour mener à bien l'entreprise. C'est bon? Pour que l'entreprise puisse se développer. En tout cas, pour que l'entreprise ait une bonne vision ou une bonne vue à l'extérieur. C'est eux-là qui sont les dirigeants. Donc, en ce qui concerne les dirigeants, leur logique est la maximisation des performances de l'entreprise, évaluée par la rentabilité économique des capitaux. Leur but consiste à garantir leur place et à élargir leur pouvoir. C'est bon? Donc, les dirigeants sont à la tête pour trouver des stratégies pour pouvoir développer l'activité de l'entreprise. Maintenant, les salariés, c'est bon, c'est nous tous. C'est bon, non? Voilà. On va te recruter pour venir faire une tâche bien précise. Donc, toi, à la fin du mois, comme on dit salarié, à la fin du mois, tu as un salaire. C'est bon? Donc, en ce qui concerne les salariés, leur logique est l'épanouissement et la sécurité de l'emploi. Ils ont pour but de garantir leur emploi. C'est ça aussi, hein? Si tu travailles mal, tu es envoyé. Hein? C'est bon? Donc, eux, en tant que salariés, doivent pouvoir aussi avoir des obligations envers l'entreprise. C'est bon? Parce que c'est ce salaire-là qui va leur permettre de pouvoir se nourrir leur famille. Donc, si possible, en réalisant un travail intéressant,
dans de bonnes conditions matérielles et psychologiques. La source de leur pouvoir est le savoir-faire. Leur stratégie est celle de la vision, c'est-à-dire de l'attrait de la carrière. Donc, voici un peu défini l'entreprise selon l'approche sociologique. Donc, selon l'approche sociologique, on va définir l'entreprise sur trois composants. Ils sont les apporteurs de capitaux, les dirigeants et les salariés. C'est bon? Monsieur, Oui? dans le cas où les salariés aussi est apporteur de capitaux, donc là, il sera à quel niveau sur ces 3 points? Salarié apporteur de capitaux. On a vu ça Oui. dans la première leçon. Là. Un salarié qui est apporteur de capitaux. C'est pour ça qu'il veut être salarié. Sinon, un apporteur, comme on a dit, les apporteurs de capitaux, eux là, ce n'est pas le travail qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est leur argent qu'ils ont investi dedans. C'est bon? Maintenant, si toi, en tant qu'apporteur de capital, tu penses que tu as un regard sur l'entreprise ou sur l'argent que tu as déposé, donc tu peux te constituer aussi en salarié. Et la preuve en est, on voit bien ça. Les entrepreneurs eux-mêmes. Surtout quand l'entreprise n'est pas encore grande, n'est pas encore bien développée, lui-même, il a investi son propre argent, mais il a en même temps dirigeant et il a en même temps salarié. C'est bon? Ça peut exister. C'est bon, non? Donc, lui seul, il peut être à la fois les trois. Oui, merci, monsieur. C'est bon? Je t'ai répondu? Oui, merci, monsieur. Merci. OK. Donc, on va définir l'entreprise selon l'approche systémique. Donc, on va d'abord définir c'est quoi un système. On nous dit un système peut être défini comme un ensemble composé d'éléments en interaction permanente, organisé et ouvert sur l'environnement auquel il doit s'adapter en performance pour sa survie. Maintenant, l'entreprise, un système. Donc, envisager une entreprise en tant que système consiste à considérer comme un ensemble organisé, composé de différentes fonctions, services, individus en permanente interaction, ayant tous des objectifs pouvant être contradictoires. Donc, je reprends. Envisager une entreprise en tant que système consiste à la considérer comme un ensemble organisé, composé de différentes fonctions, services, individus en permanente interaction, ayant tous des objectifs pouvant être contradictoires. Et ça, c'est ce qu'on voit un peu partout. C'est bon, aujourd'hui, quand on prend une entreprise, toute une entreprise qui se respecte et qui est vraiment bien connue, qui est vraiment grande, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'elle a plusieurs services, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs départements, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, c'est une entreprise, disons ici, qui est bien organisée, qui est bien structurée. Elle sait où elle va. Aujourd'hui, il y a des entreprises, même tu arrives là-bas, pas de DRH. Tu n'as rien. C'est bon? Mais une entreprise qui se veut respectée, respectable, doit ne serait-ce qu'avoir au moins un DRH. C'est bon? Avoir au moins une secrétaire. Quand tu viens, il faut accueillir le client. C'est bon? Donc, il faut une secrétaire, et ainsi de suite. Et donc, c'est une structure bien organisée et chacun occupe un poste précis avec des personnes différentes. C'est bon? Donc, les composants de l'environnement sont très diversifiés. Technologie, sociale, culturelle, juridique, économique, politique, concurrence, client, fournisseur. L'environnement international prend en compte toutes les composantes précédemment citées au niveau des pays d'importation. Donc, on a vu que l'entreprise peut être définie selon trois approches. L'approche économique, l'approche
sociologique et l'approche de l'ennemi. C'est bon? Donc, quelles sont les finalités d'une entreprise? Donc, la finalité de l'entreprise correspond à sa raison d'être. Elle correspond à des questions sur ce qu'est l'entreprise, sur ce qu'elle sera et sur ce qu'elle devrait être. En fait, la finalité d'une entreprise est très variable selon son type et selon l'environnement économique et social dans lequel elle évolue. Ça, c'est logique, non? En fonction de ton domaine d'activité, il y aura des finalités, il y aura des attentes et des objectifs. C'est bon? Ou une entreprise qui est dans le domaine de l'agriculture n'aura pas les mêmes attentes et les mêmes finalités qu'une entreprise qui fait de la consultance. Ou bien une entreprise qui fait développe le volet informatique, et ainsi de suite. C'est bon? Ça ne sera pas la même finalité. Donc, en système capitaliste, le but est l'obtention d'un profit maximal. Mais c'est bien vrai que chaque entreprise est différente, mais l'objectif final, le but final, c'est quoi? C'est de faire du profit. C'est bon? Peu importe le secteur d'activité où sont, l'objectif, c'est de faire du profit. Donc, il est nécessaire de dissocier l'intérêt des apporteurs de capitaux, actionnaires, et celui des dirigeants. Aujourd'hui, il est clair que la finalité de l'entreprise dépasse largement la simple recherche du profit. Son rôle s'étend à la société tout entière et à l'environnement. Donc, de façon générale, il va exister également trois finalités d'une entreprise. La première finalité, c'est quoi? C'est de réaliser un profit maximum. Ensuite, deuxième finalité, c'est quoi? C'est de satisfaire les besoins des agents économiques. Et enfin, troisième finalité, c'est créer des richesses en générant une valeur ajoutée qui sera répartie entre les agents économiques. Donc, comme pour la définition de l'entreprise, on va voir également la première finalité qui est la réalisation d'un profit. Donc, selon la théorie classique libérale, le profit correspond à la finalité de l'entreprise. C'est bon? Donc, pour Franck Iribou, l'objectif de l'entreprise n'est pas à proprement parler de faire du profit, mais avant tout de satisfaire les besoins des parties prenantes. Donc, actionnaires, salariés, fournisseurs, clients et... Donc, vous voyez même que déjà, même si encore on parle de, pour Franck Iribou, l'objectif c'est quoi? C'est de faire du profit. Pour lui, c'est pas de faire du profit dans un premier temps, mais c'est de d'abord satisfaire le client. Et comme je disais la dernière fois, c'est pas ton même entreprise qui parle de toi. Si ton entreprise accueille bien ses clients, si ton entreprise respecte ses délais d'exécution et qu'ils utilisent, par exemple, de la bonne qualité pour faire ou pour réaliser ce qu'ils font, mais c'est clair que c'est le client même qui va parler de toi. C'est bon? Et fera ta promotion. Donc, pour lui, la finalité, c'est pas de faire du profit en tant que tel, mais c'est d'abord satisfaire le client. C'est bon? Et les besoins des parties prenantes. Donc, on a encore un autre penseur, pour Peter Drucker, lui, il dit quoi? Le client est le pilier de l'affaire dans la mesure où il est le seul à donner du travail à l'entreprise. Eh oui, sans client, même si tu crées ton entreprise, c'est zéro. C'est bon? Donc, pour lui, c'est d'abord le client. C'est d'abord le client. Sans client, il n'y a pas d'entreprise.
Tu vois que notre puissance ne vient pas acheter ce que tu vends ou bien ce que tu fais. Est-ce que ça va marcher? Tu vas faire. C'est bon? Donc, pour eux, c'est d'abord ça. Deuxième profil, deuxième finalité, on a dit satisfaire les besoins des agents économiques. Et donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle la théorie de Maslow. C'est bon? Et Maslow, qu'est-ce qu'il nous dit? On a 5 catégories. Donc, c'est une pyramide. Et au bas de la pyramide, on a les besoins physiologiques. C'est bon? Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par besoin physiologique? Donc, besoin physiologique, c'est tout ce qui est lié à la suivi des individus. Bonjour. Ah oui, terminé le travail. C'est bon? Donc, pour Maslow, les besoins physiologiques, ce sont les besoins qui sont liés tout simplement à la suivi des individus ou de l'espèce. Donc, respirer, boire, manger, se réchauffer, et ainsi de suite. C'est bon? Lorsqu'une personne a ça, il est satisfait de ça. Donc, dans ce cas, on va passer à la deuxième catégorie, qui est de quoi? Le besoin de sécurité. Et donc, dans le besoin de sécurité, c'est quoi? C'est se protéger du danger. Donc, une personne qui se sent en sécurité, il n'a pas de problème. Donc, quand tu as atteint la première, c'est-à-dire la base de la pyramide, où tu te suffis en tant que tel, tu peux, en tout cas, tu suivis, comme on le dit, tu bois, tu manges, en tout cas, les premiers besoins dont l'homme a besoin, si tu arrives à satisfaire ça, tu vas passer à la deuxième étape, qui est le besoin de sécurité. Arrivé au moment où l'homme cherche à être en sécurité, hein? C'est bon? D'autres fuient à revenir, de rester à revenir. S'ils disent qu'on a là-bas de sécurité, ils peuvent venir rester à Cocotissante, où là, on a la sécurité. Là, il a dépassé déjà un certain niveau. C'est bon? Quand l'homme est satisfait ou bien se sent en sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer aux besoins d'appartenance. Et c'est ce que je disais la dernière fois dans le cours, que quand tu as ton argent, tu atteins le dernier niveau. C'est-à-dire que le besoin de s'accomplir. Tu peux prendre ton avion, tu dis, mais charger mon téléphone à New York, mais en fait, tu n'as plus rien à faire, en fait. Tu as atteint déjà, c'est-à-dire que tu es au niveau tu es au sommet de la pyramide, en fait. C'est bon? Tu es au sommet de la pyramide. Donc, pour Maslow, l'homme doit pouvoir s'accomplir. Il doit pouvoir dire, bon, aujourd'hui, là, bœuf, je prends mon avion, je m'en vais à Accra. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est bon? Aujourd'hui, je me lève, bon, je dis, bon, aujourd'hui, je vais dormir à Moscou. Je prends mon avion, je vais dormir à Moscou. C'est bon? Au fait, parce que pour lui, il a déjà atteint tout ce qui est 4 étapes en bas, il a déjà atteint ça. C'est bon? Sécurité, il n'y a pas de problème. Manger, il n'y a pas de problème. Besoin d'appartenance. La famille est gérée, tout, il n'y a pas de problème. Besoin d'estime. Ah, mon cher, quand tu vois le gars là, ah, tu vois un peu. Tu comprends, non? Mais ce qui lui reste, c'est le besoin de s'accomplir. Et c'est là où aujourd'hui, monsieur va acheter des limousine, il achète des limousine et puis voilà. C'est bon parce qu'il a déjà atteint tous ces éléments-là. Il se suffit lui-même. C'est bon? Et c'est ça la pyramide de Maslow. Et l'homme doit tendre vers ça, vers le besoin de s'accomplir. C'est bon? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour ça. C'est pour que demain, tu prends ton avion, aller charger ton téléphone, et puis c'est bon? Mais quelqu'un qui s'élève, comme Dangote qui va charger son téléphone, il n'y a qu'à faire ça vient le tout. Bon, ça c'est la chanson. Hein. Ou bien qui appelle telle personne pour dire bon,
Vas-y. Ok. Donc, une personne qui s'élève, mais qui s'est déjà accompli, mais cette personne-là, peut se lever pour dire, bon, j'ai dû avoir déjà appelé Samuel Eto'o, même si le président de la quoi, voilà. Il n'a qu'à venir jouer par exemple devant les enfants. Mais depuis que je te donne 50 millions, 100 millions, ça va arriver. Mais parce qu'en fait, il n'a plus rien à prouver. Oui. Je ne veux pas penser à Pablo Escobar. Pablo Escobar. Qui a appelé l'équipe nationale de son pays à venir jouer avec lui en prison. Mais voilà. Mais parce que même en prison en plus. C'est-à-dire en prison, encore même, c'est le boss. C'est bon? Donc, pour dire que tout le monde cherche à atteindre le dernier niveau de la pyramide de Maslow. Le besoin de ça. C'est bon, oui. Est-ce qu'après ça, il n'y a pas autre désir? Bon, ça, bon. Si on prend le cas de Pablo Escobar, qui, finalement, nous savons qu'il avait de l'argent et il s'est accompli. Mais lui, il recherchait encore toujours quelque chose, le pouvoir. C'est ça aussi. On dit le pouvoir. C'est bon, non? C'est la politique. Bon. Mon cher, moi là, si je peux aller charger mon téléphone depuis les demi, c'est ça le plus important. Ma famille est à l'aise. Mes enfants vont dans les grandes écoles. Les enfants, tu comprends, non? École bien même. Tu comprends, non? Voilà. Et c'est ce que chacun de nous aujourd'hui recherche. C'est bon? Tu vois ça, non? Ok. Donc, la dernière finalité, c'est quoi? C'est de créer des richesses, générer une valeur ajoutée qui sera répartie entre les agents économiques. Donc, pour ça, on dit on a 3 méthodes qui sont décrites ci-dessous. Donc, la première méthode, c'est quoi? C'est que c'est la production des biens et services est permise par la mobilisation de ressources. Les entreprises poursuivent un but lucratif en produisant des biens et services destinés à satisfaire des besoins. C'est quoi un bien? Donc, un bien est une chose matérielle fabriquée par l'entreprise et susceptible d'être stockée avant d'être vendue. Donc, un bien, c'est une chose matérielle fabriquée par l'entreprise et susceptible d'être stockée avant d'être vendue. Donc, on a mis comme exemple, on peut citer comme quoi? Voiture. Fabriquer une voiture, c'est stocké. C'est bon? Une maison. On peut construire une maison et puis on la vend. Oui. Des ordinateurs. C'est bon? On fabrique. Et puis, on stocke et on la revend. C'est bon? Donc, un service est immatériel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bien matériel et le service est. C'est bon? Donc, il est consommé quasiment immédiatement et est considéré comme non stockable. C'est bon? Donc, comme service, pour nos sœurs qui font leurs cheveux là, c'est un service. C'est bon? Elles vont se tresser, c'est un service. Nous, on va se coiffer aussi, c'est un service. Les cabinets de consultance, ce sont des services. C'est bon? Des livraisons à domicile, ce sont des services. C'est bon? Parce que c'est quelque chose d'immatériel. Ils prennent, ou bien soit, c'est pas ce qu'ils viennent livrer qui compte, mais c'est la manière, c'est-à-dire le fait de transporter pour venir te remettre, c'est un service au fait, la livraison. Oui. Entre la vente de biens et la vente de services, quel est le plus rentable pour la société? Qu'est-ce qui est plus rentable? Effectivement, moi aussi, je pense que les deux vont. Parce que ça dépend du cycle, le bien là. Il y a le coût de le coût de fabrication et ainsi de suite. Aujourd'hui, là, c'est ce qu'on dit.
le besoin de ça. C'est bon? Une personne, peu importe le coût, tu dois lui proposer des tâches. C'est bon? C'est quand il n'a pas encore atteint le dernier niveau de Maslow là. Pendant que tu es en train de te chercher encore là, c'est là qu'il pose sa pose grande. Hein? Tu comprends, non? Pour une personne qui mange une fois par jour, lui, son souci, c'est de trouver de la nourriture pour manger. Il ne veut pas penser au deuxième niveau même de Maslow qui est besoin de sécurité. Puis c'est manger, il n'a pas encore même trouvé même le besoin de se satisfaire. Tu comprends? Mais que comme ça, tu n'as pas pu parler de sécurité. S'il a eu un peu de donner, il dort là-bas. C'est bon? Donc, en fonction de tout, il y a un certain niveau où on se retrouve dedans. Pas tu manges, pas de problème de nourriture. Quand ça c'est atteint, tu vas penser au deuxième niveau, c'est la sécurité. Après, quand la sécurité y est, mais tu vas vouloir te faire connaître au niveau de la famille. C'est toi le big boss. Tu n'es pas la part réunion. C'est bon? Mais quand tu viens en retard, c'est la famille. Et puis, pendant la réunion, et puis on t'attend. C'est que la famille, il y a un certain niveau. Donc, tu vas dépasser ce niveau-là, chercher un autre niveau. Et ainsi de suite. Même si c'est le petit frère. Même si c'est le dernier. Le dernier. Mais on ne va pas attendre la revoir de le dernier. Parce que c'est lui qui donne son âge. C'est bon? C'est bon, non? Voilà. Donc, je pense que les deux vont de pair. Tout dépend de ce que tu veux atteindre comme objectif. La production repose sur la mobilisation et la combinaison de ressources. Les ressources sont les moyens pour une organisation pour réaliser sa finalité et atteindre ses objectifs. Elles peuvent être humaines, financières, matérielles et immatérielles. C'est bon? Donc, deuxième méthode, c'est la méthode de production. La production génère de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée mesure la richesse créée par l'organisation. Elle correspond à une augmentation de valeur apportée par l'entreprise aux biens et services en provenance de tiers. Donc, valeur ajoutée égale à quoi? Chiffre d'affaires total des ventes, consommation intermédiaire. Donc, c'est quoi la consommation intermédiaire? On va définir la consommation intermédiaire. On nous dit ici que la consommation intermédiaire, on ne peut pas dire la consommation intermédiaire, sont l'ensemble des biens et des services marchands qui disparaissent au cours du processus de production. Donc, exemple, de matières premières, l'électricité, assurance, fourniture, divers produits significatifs. Et enfin, la troisième méthode, c'est quoi? C'est la répartition de la richesse créée. Donc, la valeur ajoutée d'une entreprise se compose donc des éléments suivants. 1. Le profit. 2. L'intérêt. 3. Les impôts. Et 4. Le salaire. Donc, voici un peu la répartition de la richesse créée. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, c'est bon, il ne faut pas oublier ces éléments-là. C'est vrai qu'on cherche à faire du profit. C'est bon? On va embaucher des gens. On a des intérêts avant tout. Une fois, après ces intérêts, qu'est-ce qu'il faut faire? On a créé, on avait dit qu'il faut définir le statut juridique de l'entreprise au niveau du process. C'est bon? Donc, en fonction de ton statut juridique, il faut aussi des impôts. Quand tu as fini de payer impôts, il faut penser aussi aux salariés, à ceux qui t'aident à faire du profit. C'est bon? Donc, voici un peu les différents éléments qu'il faut tenir compte au niveau de la valeur ajoutée. C'est bon? Parce qu'à d'autres aussi, il y a quand tu écris entreprise là, mon cher, ils ont eu 1 million, c'est fini. Hein? Chaque jour, ils sont dans ma vie. Chaque jour, ils sont dans ma vie. Ils ne pensent même pas à faire évoluer leur entreprise.
et tu te rends compte après 1 mois, 2 mois, ça fait flop. C'est bon? Il fait faillite. Parce qu'il n'a pas respecté certains critères. C'est bon, non? Pour pouvoir faire développer son business. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut pouvoir se lancer dans. C'est pas facile, mais je pense que quand tu arrives et que tu te plais dedans, comme on a dit, il y a au moins 5 critères. Si tu sens que tu n'es pas dans ces 5 critères-là, c'est pas la peine. C'est bon, non? Donc, on nous dit quoi? Donc, comment s'effectue la construction des finalités? Donc, les finalités de l'entreprise sont déterminées par les dirigeants en fonction de nombreux facteurs. Ces facteurs sont différents d'une entreprise à l'autre, ce qui explique le caractère contingent des finalités. Parmi ces facteurs, on distingue le facteur interne qui concerne quoi? Le statut juridique de l'entreprise, valeurs et aspirations des dirigeants et des associés, histoire, tradition, culture de l'entreprise. Et le facteur externe qui concerne le personnel, des contraintes réglementaires, concurrentielles, géographiques spécifiques à chaque entreprise. C'est bon? Donc, on a 2 facteurs. Le facteur interne qui va concerner tout ce qui concerne l'entreprise lui-même, et puis le facteur externe qui va concerner tout ce qui est contrainte et autres pour l'entreprise. C'est bon? La concurrence, si tu es dans le secteur agricole, s'il y a d'autres entreprises qui sont dans le secteur agricole, comment faire? C'est bon? Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît un peu avec Diongo Denis. Avant qu'ils arrivent, on avait Jumia et Glovo. C'est bon? Mais aujourd'hui, ils sont arrivés, il y a un 3e groupe qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la concurrence parce que tout le monde fait de la livraison. Donc, ça va créer de la concurrence. Et on avait vu ça avec Wave. Et Orange Money. Quand Wave va arriver au début, et on a vu qu'ils ont fait 1%. Tout le monde est parti sur Wave. C'est bon? Ça a amené les autres structures à descendre également à 1%. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, donc ils pouvaient signer 1%. Donc, ils nous ont volé du nom tous ces paramètres. C'est bon, non? Voilà. Donc, c'est pour dire que plus il y a des entreprises dans le même secteur d'activité, plus ça crée de la concurrence et ainsi de suite. C'est bon? Parce que quand il n'y a pas de concurrence, que c'est toi seul qui as le monopole du marché, et c'est pris comme tu veux. C'est bon? Donc, la finalité d'une entreprise peut se décliner en finalité économique. Donc, finalité économique, c'est quoi? C'est la pérennité de l'entreprise, création des richesses, création de la valeur pour l'actionnaire, satisfaction du client. Finalité sociale, prise en compte des attentes des salariés, loyauté envers les partenaires. Et puis finalité sociétale, respect de l'environnement, commerce équitable, développement durable, protéger le consommateur. Quand on regarde ces finalités-là, surtout les finalités sociétales, on se rend compte que ces 3 finalités-là même, finalité économique, finalité sociale et finalité sociétale, peuvent se regrouper dans ce qu'on va appeler le développement durable, ou bien encore dans ce qu'on va appeler RSE. Parce qu'une entreprise qui a une bonne politique RSE, c'est une entreprise qui respecte tout ça. C'est bon? On dit, de tout temps, les entreprises ont eu d'autres finalités que des finalités strictement économiques et financières, en ignorant les aspects sociétaux tels que le respect de l'environnement. On va passer, je vois quel est le stade dessus. Je pense que c'est les RSE. C'est ce que j'ai dit. Donc, avoir ces 3 finalités-là,
ça rentre dans le cadre des RSE. Donc, que signifie RSE? Donc, la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc, on va définir la responsabilité sociétale des entreprises, RSE. La responsabilité sociétale des entreprises, en abrégé RSE, correspond à l'application des principes du développement durable au niveau de l'entreprise. Donc, la RSE correspond à l'application des principes du développement durable au niveau de l'entreprise. Il appartient aux entreprises, sur leur propre initiative, d'améliorer la société et de protéger ça, on n'a pas peut-être assez de temps, sinon on avait fait une chérie, il avait plus développé sur cette RSE-là. C'est bon? Parce qu'elle écrit sa thèse sur tout ce qui est développement durable au niveau des entreprises pétrolières et gazières. Donc, je pense que c'est un thème qui cadre un peu avec ça. Et donc, chaque entreprise, peu importe l'activité que tu mènes, aujourd'hui, on parle de développement durable. C'est bon? Donc, il faut respecter l'environnement en un mot. Parce que c'est ça, en fait, RSE. C'est bon? Donc, le mouvement est enclenché. Il n'est bon. L'investissement. Donc, aux côtés des RSE, on a ce qu'on appelle les ISR. C'est bon? Donc, ISR, c'est quoi? C'est l'investissement socialement responsable, qui intègre des critères de nature sociale et environnementale aux critères financiers classiques. Et c'est bien développé ces dernières années. Bon, aujourd'hui, là, 20e siècle, là, depuis 2020, on ne fait que parler de ça. RSE, développement durable, ISR. C'est ce qui en vogue même. Il n'y a pas un forum où on va parler de RSE ou bien de développement durable. C'est pas possible. C'est bon? Et aujourd'hui, même quand une entreprise part pour faire, pour faire de la recherche de financement, on leur demande s'ils ont un volet RSE. C'est bon? On dit que c'est une notion qu'il faut commencer à inculquer à la jeunesse, à nos entreprises. C'est bon? Parce que je vais voir. Parce que je vais corriger mes choses. Donc, les principaux dispositifs de la RSE. On va donner les principaux dispositifs de la RSE. On va finir par la conclusion. Donc, l'adhésion volontaire et facultative à un ou plusieurs des référentiels internationaux ou nationaux élaborés par le pouvoir public. Les engagements négociés directement avec le pouvoir public ou des partenaires privés en prenant la forme de définition d'objectifs moyen terme. L'engagement les engagements unilatéraux de l'entreprise et des marges de progrès. Les audits sociaux, les relations avec des parties prenantes. Un temps, ce qui était à la mode, c'était quoi? C'était les ISO. Une entreprise qui se veut respecter doit mettre en place une certaine certification. Donc, ISO temps, ISO temps, ISO temps. Puisque les ISO, il y a différentes formes d'ISO. Au niveau de l'environnement, ils ont leur ISO. Au niveau de la qualité, ils ont leur ISO. Et ainsi de suite. C'est bon? Donc, si toi, tu veux développer plus la qualité, tu vas te faire certifier ISO peut-être ISO temps, ainsi de suite. Il n'y a pas trop d'ISO, c'est bon? Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, en plus de ça, on te demande de développer, de mettre en place un bon système RSE qui est basé sur la politique de développement durable. C'est bon? Donc, toute entreprise, en plus des certifications-là, doit avoir une certaine politique en son sein pour développer ce volet de développement durable et de RSE. C'est bon? Parce que, comme on a dit ici,
On a dit que ces trois éléments, que ce soit finalité économique, sociale et sociétale, c'est tout ça qui prend en compte la RSE. C'est bon, non? Donc, pour terminer, on dit que les entreprises poursuivent un but lucratif en produisant des biens et services destinés à satisfaire des besoins en mobilisant des ressources. L'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, est soumise à la pression de groupes d'acteurs aux intérêts divergents. Les actionnaires, les dirigeants et les salariés. Ils doivent répartir la valeur ajoutée de façon à maintenir la cohésion. De plus, la notion de profit est dépendante de celle de pérennité. Les entreprises doivent de plus en plus prendre en compte les conséquences externes de leurs activités. Leur finalité ne peut par conséquent se réduire à la seule maximisation du profit, de la clientèle. C'est alors qu'apparaît la notion de responsabilité sociétale. Cette dernière consiste pour l'entreprise à s'impliquer davantage dans le domaine de l'éthique, de la préservation de l'environnement, du développement durable et de la sauvegarde de... C'est bon? Leçon numéro 2 est finie. Question. En ligne, est-ce qu'il y a une question? Sur la leçon numéro 2, qu'est-ce qu'une entreprise? Tu fais apparaître leçon numéro 3. On a fini leçon numéro 3 aujourd'hui. Donc, il nous reste une. C'est ça, non? On est dans le temps, non? Il faut enregistrer, enregistre. Recording. You put your program. Non.